Allez, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment fascinant, l'analyse transgénérationnelle. C'est un domaine qui explore comment les histoires secrètes de nos familles, parfois cachées depuis des générations, peuvent en fait façonner nos vies actuelles, et de manière totalement inattendue. Imaginez que notre histoire familiale, c'est un peu comme un livre auquel il manquerait des pages. Et ces pages, elles racontent des forces invisibles du passé qui, sans qu'on s'en rende compte, influencent notre présent. C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi ces répétitions bizarres d'une génération à l'autre? Vous savez, une maladie qui se déclare au même âge, un tournant de carrière qui tombe pile sur une date clé pour un grand-parent, est-ce que ce sont vraiment des simples coïncidences? Pas toujours, non. Eh bien, ce phénomène a un nom, le syndrome d'anniversaire. C'est un concept assez fort qui a été introduit par la psychothérapeute Anne Antselin-Schutzenberger. L'idée, en gros, c'est que notre inconscient garderait une sorte de calendrier familial et pourrait nous pousser à rejouer certains drames à des dates vraiment précises. D'accord, mais alors, comment on fait pour mener cette enquête? Eh bien, il existe une discipline pour ça, l'analyse transgénérationnelle. C'est vraiment elle qui va nous donner les outils pour, en quelque sorte, décrypter ces énigmes familiales et enfin donner un sens à des schémas qui, à première vue, semblaient totalement inexplicables. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les indices que les analystes recherchent? On parle ici de liens invisibles, des liens qui sont tissés bien au-delà de notre conscience, mais qui nous relient solidement au passé de notre famille. Alors, un premier indice vraiment majeur, ce sont les loyautés invisibles. C'est un concept super puissant. Imaginez une sorte de pacte silencieux avec le passé. C'est comme si, par fidélité inconsciente à un ancêtre, on se retrouvait à revivre ses échecs ou ses souffrances. C'est une façon de dire, sans même s'en rendre compte, je suis des vôtres, je partage votre fardeau. Et ça, les psychanalystes Abraham et Torek l'ont super bien illustré. Pour eux, ce qui n'est pas dit, les fameux secrets de famille, eh bien, ça ne disparaît pas. Au contraire, ça crée une sorte de crypte dans l'inconscient familial. Et cette crypte, elle peut hanter les générations futures sous la forme d'un fantôme. Ce fantôme, ça peut être un symptôme, une angoisse, un comportement bizarre, dont l'origine est en fait cachée loin dans le passé. Alors, petite précision importante, parce qu'on entend souvent parler de psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est une approche qui est très axée sur les dates, les noms, les répétitions. C'est super intéressant, mais l'analyse transgénérationnelle, c'est en fait un champ beaucoup plus vaste. Disons qu'elle englobe la psychogénéalogie, mais elle y ajoute aussi d'autres disciplines, comme la biologie, pour aller chercher une compréhension encore plus profonde. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de psychologie d'inconscient. Mais attention, là où ça devient vraiment fascinant, c'est qu'on se demande et si ces héritages laissaient aussi une trace tangible, une vraie empreinte biologique. C'est là que la discipline prend un tournant incroyable. Et ça nous amène à l'idée de mémoire cellulaire. Franchement, c'est assez stupéfiant. Ça suggère que notre biologie, nos cellules, garderaient carrément une archive de l'histoire de la famille. Autrement dit, les chocs émotionnels vécus par nos ancêtres pourraient être inscrits en nous, au niveau le plus fondamental qui soit. Et là, on se dit, ok, mais comment c'est possible? La science qui se cache derrière ça, c'est l'épigénétique. C'est vraiment le mécanisme qui explique comment le traumatisme d'un ancêtre peut se transmettre biologiquement. Et ça, sans même changer la séquence ADN. C'est un peu comme si l'expérience avait laissé des petites annotations chimiques, des sortes de post-it, sur nos gènes qui modifiaient la façon dont ils vont s'exprimer. Alors, concrètement, comment ça marche? Il y a plusieurs mécanismes. L'un des plus connus, c'est la méthylation de l'ADN. En gros, c'est comme un interrupteur qui peut éteindre certains gènes. Et ce qui est fou, c'est que des études, par exemple, sur les descendants de survivants de traumatismes majeurs, ont montré des changements dans les gènes qui gèrent le stress. Et le point le plus dingue, c'est que ces interrupteurs peuvent être transmis via les spermatozoïdes ou les ovules, et donc passer à la génération d'après. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, on peut se demander quels sont les outils concrets qu'on utilise pour cartographier et comprendre tout ça. L'outil numéro 1, c'est le génosociogramme. Alors attention, il ne faut pas voir ça comme un simple arbre généalogique. C'est beaucoup plus que ça. Imaginez plutôt le grand tableau d'enquête d'un détective, mais pour l'âme de la famille. Parce qu'il ne montre pas seulement qui est lié à qui, il montre surtout le comment, les conflits, les secrets, les alliances, les dates qui comptent. Et cette carte, bien sûr, elle a son propre langage, ses propres codes. Par exemple, un triangle, c'est un homme. Un cercle, une femme. Une ligne brisée va représenter une séparation, une double ligne, un conflit. Chaque symbole est là pour aider à visualiser d'un seul coup d'œil les dynamiques parfois très complexes, les ruptures et les alliances au sein d'une même famille. C'est bien de comprendre, c'est même essentiel, mais le but ultime de tout ça, c'est de pouvoir agir,
de pouvoir changer les choses pour le futur. Alors, on passe de l'analyse à la résolution. Parce que, et c'est ça qui est vraiment puissant, comprendre le passé nous donne le pouvoir de ne pas le répéter. Et c'est vraiment là que se trouve le grand message d'espoir de cette démarche. C'est simple, dès qu'on met une loyauté invisible en pleine lumière, eh bien, elle perd une grande partie de son pouvoir sur nous. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un choix conscient devient enfin possible, le choix de griser le cycle. Ok, mais comment on fait pour ancrer ce choix dans la réalité, pour le rendre concret? C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les actes symboliques. Ce sont des gestes qui peuvent paraître simples mais qui sont en fait très puissants. Par exemple, écrire une lettre à un ancêtre et la brûler, ou planter un arbre en sa mémoire. Ce sont des actions qui permettent de matérialiser l'intention de se libérer et de donner une sorte de clôture à l'inconscient. Et pour faire un tel acte, il y a une sorte de processus, simple mais vraiment profond. La première étape, c'est d'identifier très clairement de quoi on veut se libérer. Ensuite, on choisit un geste qui a du sens pour soi. Le plus important, c'est de le faire avec une intention totale, en pleine conscience. Et après, eh bien, il faut juste être attentif aux changements à l'intérieur de soi. Souvent, c'est un sentiment de légèreté, de paix qui s'installe. Tout ça, finalement, ça nous amène à une réflexion, une question finale qu'on peut se poser sur sa propre histoire. Quels sont les héritages invisibles qui pourraient être en train de la façonner? Quelles sont ces histoires qui n'ont pas été racontées? Ces loyautés silencieuses. C'est une exploration qui, vraiment, en vaut la peine.